Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire sur effectivement la restructuration d'entreprise. Comme on l'évoquait tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous écrire sur le chat pour nous donner le nombre de salariés de votre entreprise et le secteur d'activité pour qu'on puisse adapter au mieux les réponses et la présentation. Donc, la Chambre de commerce a souhaité effectivement, avec l'association des avocats en droit social, vous faire cette présentation sur la restructuration au vu de ce qui s'est passé sur la première vague de confinement. Et puis là, c'est d'autant plus d'actualité avec cette deuxième vague. Donc, cette réunion va être en 3 parties, en 3 sous-thèmes. Donc, la modification du contrat de travail, l'activité partielle de longue durée et sur le licenciement économique collectif ou individuel. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire donc, par rapport à ces 3 sous-thèmes, des questions-réponses à chaque fin de partie. Comme ça, vous allez pouvoir effectivement poser au fur et à mesure vos questions. Je vais laisser la parole à Maître Massa sur la présentation notamment de l'association et puis sur la suite des déroulements de ce webinaire. Merci Marjorie. Donc Florence Massa, je suis avocat au barreau de Nice, de Grasse même d'ailleurs, interbarreau. L'association des avocats praticiens en droit social, l'APDS, est une association en fait qui rassemble une quarantaine de membres. Les membres sont tous des avocats qui sont inscrits soit au barreau de Grasse, soit au barreau de Nice. Et la particularité, comme ce nom l'indique, c'est que tous les membres sont des praticiens en droit social. Nous participons et nous faisons des formations en droit du travail entre nous pour ne pas perdre, j'allais dire, la pratique. Et également, nous faisons plusieurs partenariats et nous avons mis ce partenariat maintenant avec la CCI pour pouvoir aider les entreprises comme les vôtres à se tenir informées du droit social. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 intervenants. Marie Porté, qui est également trésorière de l'APDS, et maître Pascal Fraisier, qui est vice-présidente de l'APDS. Vous pouvez retrouver le site sur Internet avec tous les membres de l'APDS. Si vous nous cherchez, vous avez tous les membres sur l'APDS. Voilà, je ne vais pas faire plus sur la présentation. Je pense qu'il vous intéresse le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, je vais mettre le partage d'écran et je vais passer la parole de suite à Maître Porté qui va commencer cette présentation. Simplement, si vous pouvez m'indiquer si vous avez bien à l'écran le PowerPoint. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour vous? Alors, je vais passer la main à Maître Porté, du coup. Hop. Bonjour à tous. La première partie qui va nous intéresser aujourd'hui concerne la modification du contrat de travail. L'idée étant une modification du contrat de travail comme un outil qui permet de réorganiser son entreprise, notamment en période de crise, mais attirer votre attention sur les pièges éventuels, les écueils que l'on peut finalement rencontrer et les fautes que l'on peut malheureusement commettre lors de ces modifications. Donc, ce thème sera abordé dans le cadre de 2 sous-thèmes. D'abord, qu'est-ce que la modification exactement du contrat de travail et ensuite, quelle est la procédure qui doit s'appliquer. Alors tout d'abord, concernant la modification du contrat de travail, en fait, on va distinguer la modification du contrat de travail de ce que l'on va appeler le simple changement des conditions de travail. La modification du contrat de travail, ça va concerner nécessairement des éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition légale de ce qu'est un élément essentiel ou déterminant du contrat de travail, mais au fil des années, la jurisprudence est venue préciser qu'il s'agissait principalement de la rémunération et de la durée du travail. Mais pour autant, vous pouvez, par la volonté en fait des parties au contrat, mettre d'autres éléments comme étant des éléments essentiels, déterminants dans le cadre de la relation contractuelle. Bien évidemment, aucune modification ne peut être apportée dès lors qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination ou qu'elle va à l'encontre de dispositions
d'ordre public, c'est-à-dire des dispositions totalement interdites. Je vous le disais, la modification du contrat de travail doit être distinguée de ce qu'on va appeler un simple changement des conditions de travail, où là va pouvoir s'exercer finalement le pouvoir de direction de l'employeur, puisqu'il va pouvoir modifier un élément du contrat qui est considéré comme non déterminant, avec ce petit bémol qu'il faut bien évidemment que cela ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée du salarié, ou que cela ait un impact sur la rémunération, puisque, comme on l'a vu, la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. L'autre bémol, bien évidemment, c'est concernant les salariés protégés, les salariés qui sont titulaires d'un mandat, pour lequel aucune modification ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé. Il faut recueillir l'accord du salarié dans tous les cas de figure. Juste un tout petit mot très rapidement, qu'en est-il d'un usage? Vous avez parfois des usages qui s'appliquent dans les entreprises. Il faut savoir que l'usage n'est pas intégré au contrat de travail. Il peut donc être dénoncé à tout moment de manière unilatérale par l'employeur, dès lors que c'est fait par écrit et qu'il est prévu de respecter un délai suffisant avec une procédure particulière qui consiste à informer à la fois les représentants du personnel et de manière individuelle chaque salarié qui est concerné. Puisqu'il n'est pas intégré au contrat de travail, l'usage, lorsqu'il est dénoncé, n'emporte pas modification du contrat de travail. L'usage est toujours dénoncé de manière pour l'avenir et non pas de façon rétroactive. Alors là, je vais aller très très vite parce que ça pourrait faire l'objet d'une présentation complètement à part et qui pourrait être d'ailleurs tout à fait intéressante puisque c'est la possibilité pour toutes les entreprises de négocier des accords de performance collective. J'insiste sur toutes les entreprises parce que ces accords peuvent être négociés même au niveau d'un établissement, au niveau d'une entreprise bien évidemment, et il n'y a pas nécessité d'avoir forcément une représentation syndicale dans l'entreprise. Le but de ces accords, très brièvement, c'est finalement de se donner une latitude pour pouvoir toucher à la rémunération, à la durée du travail, à la mobilité professionnelle ou géographique, sans que pour autant cela n'emporte modification du contrat de travail avec obligation de recueillir l'accord du salarié. Ces accords doivent, pour être respectés, faire l'objet d'une procédure particulière avec la possibilité pour les salariés d'accepter ou de le refuser. Et la particularité, c'est que s'ils acceptent, eh bien, les stipulations de l'accord vont se substituer de plein droit aux clauses contraires ou incompatibles de leur contrat de travail, sans qu'il n'y ait de signature d'un avenant au contrat de travail qui soit nécessaire. Et lorsqu'ils refusent, les salariés peuvent faire l'objet d'un licenciement pour un motif spécifique qui n'est ni un motif économique, ni un motif personnel, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas reprocher une faute aux salariés. Excusez-moi, oui. Je vous interromps. Apparemment, on ne vous entend pas très bien, c'est un peu loin. Ouais. Excusez-nous, on fait un petit changement. Vous allez nous dire si c'est bon. Est-ce que vous nous entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Pour moi, ça va. Je n'ai pas de retour là. Alors, je poursuis. Donc, lorsque l'on parle d'une modification de contrat de travail, quels sont donc les éléments que l'on va modifier? Le premier élément, qui est l'élément le plus touchy, si vous me permettez l'expression, ça va être la rémunération. Les salariés sont souvent peu enclins à modifier leur rémunération. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a bien posé le principe selon lequel la rémunération, mais aussi le mode de calcul, ne peuvent pas être modifiés sans recueillir l'accord préalable du salarié. Et ce, même si la modification est plus avantageuse, notamment si on met en place un nouveau mode de calcul de la rémunération qui permettrait d'avoir quelque chose de mieux sur le papier pour le salarié, eh bien, ça n'est pas une excuse, ça n'est pas un argument pour ne pas recueillir l'accord préalable du salarié.
alors ça peut vous intéresser, lorsqu'on change finalement la zone de prospection commerciale ou les attributions d'un salarié, en principe, on est sur le pouvoir de direction de l'employeur. Donc, on peut procéder à ces modifications. Mais attention, parce que si ces modifications-là, ces changements finalement emportent des conséquences sur la rémunération du salarié, il sera nécessaire de recueillir l'accord du salarié. En revanche, on peut éventuellement supprimer une prime qui serait liée à une tâche qui a disparu dans le cadre d'une évolution de l'affectation du salarié. On pense par exemple à des primes de salissure pour un salarié qui ne serait plus dans l'atelier dédié et qui se verrait donc supprimer ce versement de prime puisqu'il n'a plus la tâche dédiée et liée au versement de cette prime. Même chose, on peut, en tant qu'employeur, fixer unilatéralement des objectifs aux salariés qui vont conditionner le versement de la rémunération variable sans recueillir l'accord du salarié, à la condition que ces objectifs soient réalisables et qu'ils soient communiqués en début d'exercice. Bien évidemment, on ne peut pas, une fois l'exercice terminé, dire « Ah, au fait, c'était de cette façon-là que vont être calculées la part variable, prime, etc. » C'est toujours en fait le principe qui gouverne de toute façon l'exécution du contrat de travail, c'est que l'exécution du contrat de travail doit être faite de bonne foi, tant par le salarié que par l'employeur. Ensuite, le temps de travail. Alors, le temps de travail, l'employeur, même principe, ne peut pas modifier la durée du travail qui est mentionnée dans le contrat, même si la rémunération est maintenue. En revanche, on peut modifier la répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine. C'est-à-dire qu'on peut dire à un salarié, ce sera plus du 9h, 17h, ce sera 10h, 18h, par exemple. Petit bémol, on ne peut pas faire passer un salarié d'un horaire de jour à un horaire de nuit, puisque là, ça a un impact sur sa vie personnelle, familiale, et donc il est nécessaire de recueillir son accord. Autre bémol, lorsque l'horaire aura été contractualisé ou jugé déterminant, c'est-à-dire qu'on aura bien précisé dans le contrat que le salarié doit faire ses horaires et qu'il ne peut pas être dérogé à ses horaires. Et là-dessus, j'attire votre attention sur les salariés qui sont à temps partiel. On va pouvoir éventuellement procéder à des modifications de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mais il faut que cette modification soit d'ores et déjà prévue par le contrat de travail. Sinon, il faudra recueillir l'accord du salarié. Concernant l'activité partielle, aucun salarié ne peut refuser sa mise en activité partielle et cette prescription a été étendue aux salariés protégés depuis l'ordonnance du 27 mars 2020, puisque même le salarié protégé peut être d'office placé en activité partielle, cela s'impose à lui. Le lieu de travail. Alors, lorsque le salarié n'a pas de clause de mobilité, mais que dans le contrat de travail, il n'est pas non plus prévu qu'il doit exclusivement et uniquement exercer son travail dans un lieu précis, il est possible de modifier son lieu de travail dès lors que, on se situe à l'intérieur du même secteur géographique. Il n'y aura de modification du contrat de travail que si on change de secteur géographique. La notion de secteur géographique, c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part, puisque c'est un vaste sujet en jurisprudence. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va s'apprécier de manière globale et objective et surtout de façon identique pour tous les salariés. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'adresse de Pierre, l'adresse de Paul, l'adresse de Jacques pour voir finalement ce qu'il en est pour Pierre spécifiquement, pour Jacques spécifiquement. On va faire ça de façon objective et générale. Enfin, le dernier point sur lequel on peut apporter des retouches, c'est sur les fonctions du salarié. Attention, on peut bien évidemment demander au salarié d'effectuer une tâche différente à la condition sine qua non que cela n'emporte pas de modification de sa qualification ou de la nature essentielle de ses fonctions. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir demander du jour au lendemain à un cuisinier de passer chef de rang. Chacun a ses fonctions bien précises et cela changerait la nature de ses fonctions et sa qualification.
Et bien évidemment, même si on demande au salarié d'exécuter une tâche différente qui rentrerait bien dans sa qualification, attention à ce que cela n'ait pas d'impact sur sa rémunération, à lui faire perdre des avantages salariaux ou une baisse de responsabilité. S'il manage une équipe et qu'il ne la manage plus, bien évidemment, on touche à l'essence même de ses fonctions. Vous avez des clauses qui ont une portée générale. Attention à ces clauses de portée générale parce qu'elles ne doivent pas permettre à l'employeur de modifier unilatéralement un élément du contrat de travail. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir une clause dans le contrat qui fait dépendre la part variable de la rémunération du salarié de l'évolution du marché, sans autre précision, ou de la seule volonté de l'employeur. Il faut toujours que les clauses soient fondées sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur et surtout qu'elles ne fassent pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié. La clause de mobilité, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Il faut qu'elle soit bien évidemment exécutée de bonne foi. Elle doit se faire dans un cadre précis qui relève de elle doit être dans une zone géographique qui est déterminée à l'avance. Le salarié qui a une clause de mobilité, en principe, ne peut pas refuser cette mobilité, sauf si cela emporte des conséquences sur d'autres éléments essentiels de son contrat de travail. Et attention, si vous avez un groupe de sociétés ou si vous êtes une société qui travaille au sein d'une unité économique et sociale, il n'est pas possible de prévoir à l'avance que le salarié pourra être muté chez tel ou tel employeur. La procédure en tant que telle de modification. La modification du contrat de travail, qu'elle soit pour motif économique ou pour motif disciplinaire, doit être subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné. Elle va différer selon qu'on est avec une modification qui a un motif économique ou bien un autre motif. Si c'est pour un motif économique, il va falloir consulter le CSE avant toute décision, sauf si cela ne concerne qu'un seul salarié. Dans ce cas-là, on peut éventuellement se passer de la consultation du CSE. On doit ensuite proposer au salarié cette modification du contrat de travail par lettre recommandée ou par lettre recommandée électronique si c'est prévu au contrat de travail, lui préciser ses nouvelles conditions d'emploi, éventuellement les mesures que l'on met en place pour l'accompagner dans ce changement et lui indiquer qu'il dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son refus. Le délai est ramené à 15 jours lorsque la société est placée en redressement ou liquidation judiciaire. Là, attention, parce qu'on n'est pas au stade où on a engagé une procédure de licenciement et où on proposerait un reclassement au salarié qui emporterait des modifications de son contrat de travail. On est en amont de tout cela. Si le salarié ne répond pas, le silence vaut acceptation. Mais attention, s'il fait une réponse dilatoire ou qu'il conditionne sa acceptation à tel ou tel avantage ou conditions, etc., dans ce cas-là, on doit considérer que cela vaut refus. Lorsque on n'a pas respecté cette procédure, c'est double sanction, je dirais, parce qu'on ne peut à la fois pas faire valoir qu'il y aurait eu acceptation ou refus de la part du salarié, et en plus, si on l'a licencié derrière, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Attention, si vous avez proposé une modification de son contrat de travail au salarié, que vous le convoquez à un entretien préalable sans avoir attendu l'expiration du délai d'1 mois pour permettre au salarié de se prononcer, le licenciement est considéré comme injustifié, même si l'entretien préalable a lieu après l'expiration du délai d'1 mois. Donc, il faut vraiment qu'il ne se passe rien, la situation doit rester figée pendant le délai d'1 mois de réflexion finalement du salarié. Et même si le salarié a répondu. Et même si le salarié a répondu, il faut de toute façon attendre la fin de l'expiration de ce délai. Très rapidement, parce que là, c'est moins fréquent, on peut avoir des salariés finalement classiquement qu'on va rétrograder, c'est-à-dire on va, en termes de sanctions, et bien leur dire qu'ils passent de telle fonction à telle fonction. Là, le salarié doit avoir un délai suffisant pour accepter ou refuser cette modification du contrat de travail. S'il refuse,
l'employeur reprend tout son pouvoir disciplinaire et il peut relancer la procédure de licenciement et même de licenciement pour faute grave, puisque tous les délais de prescription sont suspendus pendant le temps d'attente de la réponse du salarié. Qu'est-ce qui se passe si le salarié refuse? Dans un cas d'ailleurs comme dans l'autre. Là, l'employeur a finalement une option qui est assez simple et évidente. Soit, eh bien, il abandonne son projet et il poursuit le contrat de travail aux conditions initiales, soit il va au bout de sa démarche et il considère que donc la modification eh bien, est nécessaire et du coup, il engage plutôt la procédure de licenciement. Même chose, si pendant l'entretien préalable, le salarié dit « finalement, j'accepte », et que vous licenciez quand même le salarié, vous n'avez plus de motif de licenciement, puisque vous licenciez pour un motif qui n'existe plus, qui aurait été le refus du salarié. C'est le dernier point, et c'est le point sur lequel vraiment je souhaitais attirer votre attention. Attention finalement à ce qui a motivé à la base votre volonté de modifier le contrat de travail, parce que selon que l'on est dans un cas ou dans l'autre, les conséquences ne sont pas les mêmes. Je vous donne l'exemple qui a été retenu par la jurisprudence dans un arrêt de l'année dernière, de mai 2019. Un employeur avait proposé une modification du taux de rémunération variable aux salariés parce qu'en fait, il les mettait dans une succursale qui était dans un magasin, exactement, qui était plus grand. Et donc, il touchait à la rémunération variable des salariés. Les salariés ont refusé. La Cour de cassation a considéré que ce refus de modification, qui ne peut pas être considéré comme fautif de la part des salariés, constitue un licenciement pour motif économique. Évidemment, on n'a pas touché à leur rémunération pour les sanctionner. Donc, ça visait un objectif économique. Sauf que la cause économique de cette modification de la rémunération variable, eh bien, ne rentrait pas dans une des cases prévues que l'on verra tout à l'heure sur les motifs d'un licenciement pour motif économique. Du coup, eh bien, le licenciement a été considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Ça a été encore rappelé par la jurisprudence dans un arrêt de 2018 qu'on voit juste après. Le refus de modification n'est pas fondé sur la sérieuse lorsque la modification réside dans la volonté de l'employeur de réorganiser un service de l'entreprise sans que l'employeur invoque une cause économique définie par le Code du travail. Donc, vous verrez les causes économiques, elles seront définies par mes consoeurs. Et il est très important de bien savoir quelle est la raison première qui vous amène à vous proposer une modification du contrat de travail. Je ne sais pas si, Marjorie, on devait peut-être faire des questions, si des personnes ont des questions à poser. Là, il n'y a pas eu de questions à l'écrit. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur cette première partie? Sinon, on poursuit et vous aurez, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas, Maître Porté vous répondra si c'est sur la modification du contrat de travail. Alors, moi, j'avais juste une question et c'est une précision et je m'excuse, je ne me souviens plus. Le CSE est obligatoire à partir de combien de salariés? À partir de 11 salariés. 11 salariés. Très bien, je vous remercie. Nous allons poursuivre du coup avec… Désolée, on change de chaise pour que vous entendiez mieux. Donc, sur la deuxième partie concernant l'activité partielle longue durée. Oui, alors Maître Hézier, sur l'activité longue durée, donc vous en avez entendu parler, c'était le moyen mis en œuvre par notre président pour essayer de sauvegarder l'activité des sociétés. Et surtout, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est vraiment la contrepartie au refus de licenciement. C'est-à-dire qu'on a des difficultés, mais on n'a pas les difficultés aujourd'hui qui vont impacter la pérennité de l'entreprise. Donc, on est toujours sur du positif. C'est qu'on exclut totalement la mise en œuvre de licenciement lorsqu'on veut mettre en place ce dispositif d'activité partielle. Puisque le titre a fait débat, parce que ARM, c'était pas très sympathique, donc on appelle ça aujourd'hui activité partielle longue durée. Le but, c'est de mettre en place une activité partielle dans votre entreprise sur 24 mois sur une période de 36 mois. Donc,
pour qui s'adresse donc ce dispositif? Ce sont toutes les entreprises de droit français donc, et implantées en France qui effectivement peuvent mettre en place ce dispositif, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Et c'est important puisque vos entreprises actuellement sont des petites structures. Même les petites structures peuvent mettre en place ce système, on verra comment. Alors, quel est ce dispositif? Ça sert à réduire de manière durable les horaires de travail de vos salariés. C'est-à-dire qu'on va appliquer le dispositif que vous connaissez d'activité partielle, mais uniquement sur un temps réduit d'horaire de travail. Vous ne pouvez pas le faire sur 100% de la durée du travail de vos salariés, mais uniquement sur 40% de la durée du travail de vos salariés. En contrepartie du bénéfice de ce système, vous devez vous engager à maintenir l'emploi. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment, vous n'êtes pas dans une optique, je vais licencier. Je suis dans une optique, je vais maintenir mon activité, mais j'ai une réduction d'activité, donc j'adapte la durée du travail de mes salariés en fonction de cette réduction d'activité. Alors, comment la mettre en place? Alors, dans un premier temps, c'est par accord d'établissement d'entreprise et de groupe. Alors, quand on dit accord d'établissement d'entreprise et de groupe, souvent ça fait peur, on se dit c'est dans les grosses structures. Pas du tout, vous pouvez le faire, ce sont toutes les règles de la négociation collective de droit commun. Donc, par exemple, dans les petites structures de moins de 11, vous n'avez pas de DS, enfin de délégués syndicaux, vous pouvez très bien le faire avec validation du dispositif par référendum des salariés. C'est-à-dire que vous, employeur, vous proposez un projet d'accord et il sera validé par un système de référendum de votre entreprise. Donc, petite structure, vous pouvez le mettre en place. Donc, soit il se fait par la négociation collective, soit il se fait par un document qui sera élaboré par l'employeur, donc après avis du CSE s'il existe, sur la base des prescriptions d'un accord de branche étendu. Là, ça voudrait dire que dans le cadre de votre convention collective au niveau national, ils aient négocié un accord de branche. Alors aujourd'hui, j'ai regardé, il y a uniquement 3 accords qui ont été conclus et pas dans vos domaines d'activité, puisque c'est dans la métallurgie, Syntec et les distributeurs conseils hors domicile. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que 3 conventions collectives qui l'ont mis en place. Donc, ce dispositif par document élaboré unilatéralement ne vous est pas applicable à l'heure d'aujourd'hui. Alors maintenant, le contenu très rapidement, vous avez des mentions obligatoires dans le cadre de la négociation collective. Le plus important dans votre accord, c'est d'expliquer pourquoi vous le mettez en place. Donc, le préambule est obligatoire, puisque c'est dans ce préambule-là que vous faites justement un diagnostic de votre situation économique et des perspectives d'activité de votre établissement. Donc, c'est le plus important. Et ensuite, vous avez bien évidemment des mentions obligatoires au regard des modalités de mise en place de l'activité partielle. Si vous passez par le document unilatéral, mais il doit être conforme aux stipulations de l'accord de branche et il doit reprendre exactement les mêmes mentions. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le principe, c'est que la réduction de l'horaire de travail qui peut donner lieu donc à l'allocation de chômage partiel ne peut être supérieure à 40% de la durée légale, c'est-à-dire 14 heures hebdomadaires. Vous ne pouvez réduire la durée de vos salariés que de 14 heures. Cette réduction va s'apprécier pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application du dispositif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est un même système d'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, sur la durée de votre accord, parce que, effectivement, cette réduction de 40%, c'est sur la durée de l'accord. Si vous faites un accord d'1 an, il faut qu'au total, sur 1 an, vous ayez enregistré une réduction de 40% de la durée légale de votre durée légale de contrat de travail de chacun de vos salariés, qu'il soit à temps plein ou qu'il soit à temps partiel. Il n'y a pas de distinction. Pour un salarié à temps partiel, vous ne déduisez pas de 40% sa durée contractuelle. On est sur la durée légale de l'entreprise. Exception, vous pouvez jusqu'à 5%, mais dans des circonstances très particulières et sur autorisation administrative. Alors maintenant, comment est pris en charge justement cette allocation? Alors aujourd'hui, la prise en charge, elle est de 70% de la rémunération brute qui est versée aux salariés par l'entreprise. C'est le même calcul dont vous bénéficiez aujourd'hui avec l'activité de droit commun. Cette rémunération maximale est prise en compte pour le calcul et elle est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. C'est exactement les mêmes bases qu'aujourd'hui. En revanche, ce qui change, c'est l'allocation versée par l'État à l'entreprise, c'est-à-dire le remboursement
fait par l'État à votre structure. Là, il est de 60% de la rémunération horaire brute. Donc, vous l'avez bien compris, vous avez un delta qui est pris en charge de 10%, puisque vous versez 70% du brut, mais on vous reverse 60% de la rémunération. Attention, pour ceux qui bénéficient donc, du 29 juin, c'est-à-dire pour tous les secteurs dits protégés, culture, sport, tourisme, etc., aujourd'hui, vous bénéficiez du taux de remboursement de 70%. Donc, si vous êtes en APLD ou vous êtes en droit commun, en fait, vous avez même le même taux de remboursement. Ce dispositif, au début, n'avait pas été mis en place et il a été mis en place depuis le 1er novembre pour justement pousser les entreprises à négocier et même celles qui aujourd'hui avaient un système beaucoup plus performant au niveau du remboursement. Alors, le principe, bien évidemment, c'est que l'employeur, sur une même période et pour les mêmes salariés, ne peuvent pas cumuler l'activité partielle longue durée et l'activité partielle de droit commun. Vous avez une possibilité de cumuler si le recours à l'activité partielle de droit commun n'est pas lié à un motif économique. Je m'explique, c'est que vous avez un incendie dans votre entreprise, c'est pas de chance, donc vous avez fait un accord sur l'activité partielle longue durée, mais vous avez cet incendie, vous pourrez, dans le cadre de ce motif-là, demander une aide au titre de l'activité partielle. Alors maintenant, la procédure, deux types. Soit vous avez un accord pour la validation, vous avez, en cas de défaut d'un accord, il y a une validation qui se fait par l'administration, et en cas de document unique, vous avez une homologation par l'administration. Tout ça se fait au niveau de la préfecture, mais avec délégation, bien évidemment, de la directe que vous connaissez. Alors, il y a un mail particulier avec une adresse particulière, c'est activitépartielle.emploi.gouv.fr. Ça fonctionne très bien. Vous avez tout à envoyer de manière dématérialisée. Il n'y a pas de souci avec cette adresse mail. Donc, c'est assez pratique. Vous avez des obligations. L'obligation, c'est de transmettre votre accord et dans le cadre de cet accord, bien évidemment, votre diagnostic économique. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, par tout moyen. Et alors, les délais, si vous êtes en validation de l'accord, ils ont 15 jours pour vous répondre. Et si vous êtes en homologation, ils ont 20 jours pour vous répondre. Et comme dans un principe maintenant général, on va dire, du droit du travail, le silence de l'administration vaut acceptation. Donc, si vous n'avez pas de réponse, c'est que votre accord est validé de manière tacite. Je vous le disais, cet accord, c'est un accord qui peut être fait sur 24 mois, sur une période de référence de 36 mois. Donc, encore une fois, la volonté du gouvernement, c'est d'y mettre beaucoup de souplesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez très bien, parce que vous avez une visibilité peut-être sur 1 an, mais de dire, j'applique cette activité partielle sur 6 mois, je la suspendrai pendant 3 mois parce que je sais que pendant 3 mois, je ne vais pas avoir de soucis parce que c'est une haute période pour moi, et je la remets en place ensuite pendant les 3 mois suivants. Donc, vraiment, le but de l'accord, c'est de vous permettre d'adapter sur une plus ou moins longue durée, maximum de 3 ans, puisque 36 mois, la durée du travail de vos salariés. Donc, c'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui que je vous disais que dans les secteurs dans lesquels vous avez une prise en charge à 70%, le taux de 70% s'applique. Sachant que, bon, on est en crise sanitaire, le gouvernement est en train de sortir des décrets pour pérenniser aujourd'hui le système d'activité partielle de droit commun que vous connaissez, donc de remboursement à 60%, mais que lorsqu'on va sortir de cette crise sanitaire, on va retrouver sur du vrai droit commun. Et le vrai droit commun, on n'est plus du tout à un remboursement de 60%, on est à un remboursement de 7,23 de l'heure. Donc, vous avez intérêt, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas à y penser, si vous voyez que la crise financière sanitaire se poursuit, puisque vous avez jusqu'au 30 juin 2022 pour conclure ce genre d'accord, ça peut être quelque chose, il faut y réfléchir en tout cas, parce que ça peut être intéressant au niveau de la prise en charge et du remboursement par l'État du chômage partiel. Attention, donc rappel quand même, parce que vous avez bien compris, vous prenez des engagements dans le cadre de cet accord qui sont des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Donc, vous avez l'obligation tous les 6 mois de transmettre à la directe les éléments justement sur le suivi de la mise en place de l'accord pour voir que vous avez bien respecté vos engagements en la matière. Dans le cas où vous ne respectez pas les engagements, la sanction est rude,
puisque pour les salariés qui bénéficient de l'activité partielle spécifique, à ce moment-là, il y a un rendu aux sommes qui ont été versées à l'entreprise pour chacun des salariés. En revanche, pour les salariés qui n'étaient pas placés en activité partielle spécifique, là encore, l'employeur doit s'engager à maintenir l'emploi et doit rembourser également les sommes qui sont versées selon un prorata. Mais dans tous les cas, du moment où vous ne respectez pas vos engagements, vous devez rembourser les allocations qui vous ont versées. La loi, le décret, pardon, a prévu quand même des cas dans lesquels il n'y aurait pas de remboursement. C'est si vraiment votre situation économique, et ce sera vraiment à l'appréciation souveraine de la directe, est dans une situation qui est incompatible avec le remboursement. Mais également, et c'est une nouveauté puisque c'est le gouvernement qui nous le dit, c'est pas du tout le décret, l'inspection, enfin la directe nous a indiqué dans le question-réponse que si vous mettez en place des départs volontaires, donc ça veut dire dans le cadre d'un PSE, donc le PSE, vous savez que c'est les licenciements économiques, grands licenciements économiques. Si c'est des PSE uniquement sur départ volontaire, à ce moment-là, on n'engage pas de licenciement économique en soi, donc on peut bénéficier de l'activité longue durée. Et également, vous pouvez mettre en place des ruptures de contrat de travail d'un commun accord. C'est les fameuses ruptures conventionnelles individuelles ou collectives. Même si elles ont un motif économique, elles ne remettront pas en cause votre accord. Donc, c'est intéressant à savoir. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la PLD? Il n'y a pas eu de questions écrites non plus. D'accord. Alors, on va continuer. Excusez-moi, je vais tourner. Voilà. Donc, on va aborder la troisième partie, c'est le licenciement pour motif économique. Donc, vous l'avez compris, hein, le gouvernement vous donne, à l'entreprise, vous donne des possibilités pour tenter, en tout cas, de ne pas arriver jusqu'au licenciement pour motif économique. Malheureusement, si vous n'avez pas le choix ou si, même stratégiquement, hein, vous avez un intérêt à licencier pour motif économique, il faudra que vous rentriez dans certaines cases au niveau d'une part du motif et d'autre part au niveau de la procédure. Donc, nous allons aborder la définition du licenciement pour motif économique et la procédure de licenciement économique. Volontairement, je n'aborderai pas le licenciement pour les sociétés plus de 50 salariés, puisque je pense que ça ne vous concerne pas, donc ça serait inutile d'aborder. Sur la définition du licenciement, pour motif économique, le licenciement pour motif économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, ce qui veut dire non disciplinaire, hein, mais résultant soit d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification, ça vous l'avez vu au préalable avec Maître Portier qui vous a expliqué la modification du contrat de travail pour motif économique, soit le refus par le salarié ou alors d'un élément essentiel du contrat de travail. Donc, vous avez le licenciement économique qui suppose la réunion de trois éléments distincts. Premier, c'est un élément matériel. Le deuxième élément, l'élément causal d'ordre économique. Et la troisième caractéristique, c'est que le licenciement économique peut avoir lieu uniquement si l'employeur a effectué une obligation. Son obligation, en tout cas, c'est soumis à l'obligation de reclassement. Sur l'élément matériel, le licenciement économique doit résulter de peut résulter en tout cas de trois choses, je vous l'ai dit au préalable, c'est la suppression d'emploi, la transformation de l'emploi ou le refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Sur la suppression d'emploi, il y a une particularité qui est assez importante, notamment dans les petites structures, puisque la suppression de l'emploi, ce n'est pas forcément la suppression du poste de travail. Dans les petites structures, il arrive, on a le cas, je pense notamment dans la restauration, où vous avez le gérant qui est également cuisinier, qui a embauché un salarié, puis un deuxième salarié, qui a mis un deuxième salarié en cuisine. Dans ce cas-là, le gérant peut indiquer que lui, il va récupérer l'emploi. En fait, il n'y a pas une suppression du poste de travail, mais une suppression de l'emploi. Donc là, on considère qu'il y a quand même une suppression de l'emploi, même lorsque vous avez ou l'associé, ou un collaborateur bénévole, ou un sous-traitant, ou un membre de la famille de l'employeur
qui va récupérer l'emploi, vous avez la possibilité de licencier la personne qui occupait cet emploi jusque-là. Deuxième point, c'est la transformation d'emploi. Et le troisième, je ne l'aborderai pas parce que ça a été abordé, c'est le refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui suit également, vous l'a dit au préalable, une procédure très stricte. Sur l'élément causal, c'est-à-dire le motif du licenciement. Le motif économique, on l'associe bien souvent aux difficultés économiques. Mais il n'y a pas que les difficultés économiques, puisque vous avez une définition très stricte dans le Code du travail, c'est l'article L1233-3 du Code du travail, où vous avez 4 catégories. Première catégorie, je vous l'ai dit, c'est la plus connue, c'est les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise. La deuxième, les mutations technologiques qui sont engagées par une entreprise. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas dans des problématiques de mutation technologique, et encore, puisqu'il y a certaines entreprises aujourd'hui qui prennent le tournant du fait de la crise sanitaire, je pense au tournant notamment numérique, et on peut aller sur des licenciements économiques du fait de mutations technologiques. Mais quand on parle de mutations technologiques, en général, on est vraiment sur des grosses mutations technologiques. Ce n'est pas simplement des ajustements de poste ou de la réorganisation numérique. Il faut que ce soit vraiment une mutation totale d'une entreprise ou d'une branche d'activité de l'entreprise. Troisième point, c'est la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Alors en pratique, ce point-là, on en parlait au préalable avec Maître Fraisier, puisque c'est vrai que c'est un motif qui est utilisé, à notre sens, on le voit dans les lettres de licenciement, quand on n'est pas vraiment sur un motif économique. Du coup, on essaye d'indiquer qu'on est dans le cadre de la sauvegarde de sa compétitivité. Mais il faut bien comprendre que quand on veut en tout cas un motif économique réel qu'il va falloir justifier en cas de saisine du Conseil de prud'homme, il faudra pouvoir démontrer avec des éléments objectifs qu'il y avait une atteinte à la compétitivité par rapport à des concurrents et que la réorganisation de l'entreprise, la seule possibilité, le seul moyen, et on était obligé de passer par là, de licencier pour sauvegarder notre compétitivité. Ce n'est pas toujours évident à démontrer. Quatrième point, quatrième élément, c'est motif, c'est la cessation définitive d'activité de l'entreprise. Alors là, on doit, sur la cessation définitive d'activité de l'entreprise, il faut que ce soit notamment, je pense, à une prise de retraite. On est dans le cadre d'une cessation définitive. Par contre, nous ne sommes pas dans le cadre d'une cessation définitive si on va revendre son entreprise après une période temporaire de cessation. On imagine le cas actuel. On ferme notre restaurant pendant une période de 2 mois. On met le personnel en chômage partiel. J'utilise chômage partiel, mais c'est activité partielle que je devrais indiquer. On met les personnes en activité partielle et puis on réouvre au bout de 2 mois, mais la personne a vendu entre-temps. On n'a pas une cessation définitive de l'activité. Dans ce cas, on a une cessation temporaire et il y a une reprise de l'activité, donc on ne peut pas utiliser le licenciement économique dans ce cas-là. Le point sur lequel je vais insister, et je passerai sur les autres parce que je les ai plus ou moins développés, c'est les difficultés économiques, puisque c'est le motif économique que l'on retrouve le plus souvent dans les lettres de licenciement. Et c'est surtout un point qui a été modifié récemment par le législateur, puisqu'il nous a permis de préciser les cas dans lesquels on pouvait considérer qu'il y avait une évolution significative et qu'il y avait des difficultés économiques. Donc les difficultés économiques, quelles sont-elles? Elles sont définies par une évolution significative d'au moins un indicateur économique. Au moins un, c'est important, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir tous les indicateurs économiques qui sont en baisse. Donc, ça peut être soit une baisse des commandes, ou du chiffre d'affaires, ou des pertes d'exploitation, ou alors une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. La baisse des commandes ou du chiffre d'affaires est significative, ça a été précisé par le texte, par comparaison avec la même période de l'année précédente, lorsqu'elle représente au moins un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés et 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50. 3 trimestres pour des entreprises de plus de 50. C'est-à-dire qu'on va comparer
aujourd'hui, nous sommes en novembre 2020, on va regarder par rapport au troisième trimestre de l'année 2019, et encore là, je mets volontairement des guillemets puisqu'on est sur une année particulière du fait du Covid, mais de manière classique, on regarde le trimestre de l'année précédente, et si on a une baisse du chiffre d'affaires ou des commandes, on pourra engager, on aura notre motif économique pour engager un licenciement. J'attire quand même votre attention sur un point. Le texte dit bien un indicateur économique. Baisse des commandes, chiffre d'affaires, perte d'exploitation. Attention, puisque on a parfois des sociétés qui viennent nous voir, des entreprises, en nous disant, voilà, moi j'ai une baisse, j'étais en bénéfice en 2019, finalement là je suis en déficit, donc je veux licencier. Et puis quand on regarde le bilan, on s'aperçoit qu'il y a certaines provisions qui sont passées, ou de l'immobilisation qui a été faite, ou un investissement. Alors là aussi, il faut que ce soit cohérent, bien entendu. Si on fait des jeux d'écriture comptable, ça ne passera pas. Donc, il faut réellement une baisse, j'allais dire réelle, et pas que comptable, qu'il faudra justifier par des éléments objectifs s'il devait y avoir une contestation par le salarié. Deuxième point, donc, les difficultés économiques, elles sont caractérisées par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés. Donc là, le législateur nous laisse quand même une grande possibilité pour justifier, pour donner des éléments objectifs qui permettent de justifier cette baisse ou ces difficultés économiques. Et sur la période, là aussi, il faut faire attention. On est bien sur la période, c'est au jour de la notification du licenciement. Vous n'allez pas licencier aujourd'hui en novembre 2020 en prenant une période avec une baisse de chiffre d'affaires, par exemple, arrêtée au 31 décembre 2019. Il faut que ce soit au jour du licenciement que les difficultés économiques existent. Particularité, donc, c'est si l'entreprise fait partie d'un groupe, on va regarder non pas au niveau de l'entreprise, c'est au niveau de l'entreprise, je suis allée trop vite. C'est si l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, on regarde au niveau de l'entreprise dans son ensemble, c'est-à-dire si vous avez plusieurs établissements distincts, vous ne regardez pas que sur un établissement. Ça, c'est vrai que j'ai souvent aussi des entreprises qui viennent me voir en indiquant, moi j'ai ces 7 établissements qui n'est pas rentable, donc je veux fermer ces établissements et licencier toutes les personnes. Il faut quand même attirer l'attention, votre attention, c'est qu'on va regarder s'il y a une difficulté économique réelle au niveau de la société. Ce qui ne sera pas le cas si vous avez 4 établissements en tout, il y en a un qui est en déficit et 3 autres qui ont connu une augmentation. Là, il va falloir vérifier au niveau de tous les établissements, donc au niveau de la société. Si votre entreprise fait partie d'un groupe, là, on va regarder dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises établies sur le territoire national sauf fraude. Alors là, je pense que vous avez certainement suivi, il y a eu une évolution en 2017. À l'époque, on regardait au niveau international lorsqu'on avait des groupes internationaux. Aujourd'hui, on ne regarde qu'au niveau du territoire français. Ça, je pense que ça ne vous concerne pas parce que généralement, c'est pour les grands groupes et c'est venu justement favoriser, j'allais dire, les employeurs qui avaient des groupes au niveau international. Petit point d'alerte, c'est l'appréciation des difficultés économiques pendant le Covid-19. Alors, très clairement, aujourd'hui, on n'a pas forcément de recul sur cette problématique. On a, nous, en tant qu'avocats, commencé à engager des licenciements pour motif économique, malheureusement, puisqu'il y a plusieurs sociétés qui connaissent des difficultés qui ne sont pas que des difficultés passagères, là encore plus avec cette deuxième période de confinement. Néanmoins, les difficultés financières et donc la légitimité du licenciement doivent être appréciées en fonction de l'utilisation préalable par l'entreprise des moyens mis en place par le gouvernement permettant d'éviter le licenciement. Alors, sur ce point, c'est un peu, j'allais dire, c'est difficile à donner un avis éclairé à ce jour. Pourquoi? Parce que dans la jurisprudence habituelle, on vous indique que l'employeur a une possibilité de faire le choix qu'il veut au niveau stratégique dans son entreprise
Et donc, on ne peut pas l'obliger à choisir la solution d'aller vers une activité partielle, que ce soit d'ailleurs une activité partielle classique ou une activité partielle longue durée, on ne peut pas le contraindre. Donc, vous pourriez vous dire, mais moi, l'activité partielle, au final, j'ai fait mes calculs, parce qu'il faut faire des calculs, et ça ne me convient pas, il vaut mieux que je licencie plutôt que je parte sur une activité partielle. Mais nous, on est obligé aujourd'hui d'attirer votre attention sur le fait que ce calcul, il sera valable si vous arrivez à prouver qu'à côté de ça, avant de licencier, vous pouvez démontrer que sur de la longue période, sur plusieurs mois, vous n'avez aucune visibilité d'augmentation du chiffre d'affaires, des commandes, mais aussi que vous avez essayé notamment de solliciter un prêt garanti par l'État. Vous avez aussi les gels des redressements judiciaires. Certaines entreprises ont demandé des reports de paiement de charges fiscales, sociales, même aussi de paiement des loyers. Il faudra quand même justifier d'efforts de l'entreprise. Sur les mutations technologiques, je passe que je l'ai évoqué tout à l'heure. Pareil pour la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde et la cessation d'activité. Obligation de reclassement et d'adaptation, je vous l'ai dit, l'employeur a une obligation de reclassement et d'adaptation. Pour que le licenciement pour motif économique d'un salarié puisse intervenir, vous devez faire des efforts de formation et d'adaptation. Vous devez prouver les avoir réalisés. Et vous devez aussi démontrer que le reclassement du salarié ne peut pas être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou alors si vous appartenez à un groupe, dans le cadre du groupe. Alors, c'est vrai que parfois, c'est assez simple, c'est assez rapide, surtout quand on est dans des petites structures, quand on a moins de 5 ou moins de 10 salariés, l'obligation de reclassement, en tout cas la preuve de la recherche de reclassement, ça se fait de manière assez rapide. Hein. On va vous demander si vous avez un prud'homme derrière, de justifier notamment par le livre d'entrée et de sortie du personnel, de démontrer que vous n'avez pas eu d'embauche à la même période, de démontrer aussi que vous n'avez pas, parce qu'il y a des entreprises qui pensent que c'est possible, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est impossible, vous n'avez pas fait appel à de l'intérim, puisque vous ne pouvez pas licencier pour après faire appel à de l'intérim de manière, en tout cas, sur du long terme, j'allais dire, si c'est ponctuel, vous pouvez, mais pas sur du long terme. Donc, sur des petites entreprises, l'effort de reclassement se démontre assez simplement. Sur la procédure de licenciement applicable, vous verrez, donc il y a un préalable à l'engagement du licenciement donc c'est le reclassement. Après, vous avez une possibilité soit d'être sur une procédure individuelle de licenciement, soit sur une procédure collective de licenciement. Pour savoir si vous êtes sur une procédure individuelle ou collective, ça va être assez simple puisque je n'aborderai pas les sociétés de plus de 50 salariés. C'est de savoir tout simplement si vous êtes sur un licenciement d'un salarié ou de plus d'un salarié. Puisque lorsque vous êtes sur un licenciement d'un salarié, on va être sur une procédure individuelle. Lorsque vous êtes entre 2 et 9 salariés, c'est un licenciement collectif, mais petit licenciement. Par contre, quand vous dépassez 10 salariés licenciés sur une période de 30 jours, là, on passe sur un grand licenciement. En fonction de salariés, vous n'allez pas être dans la même procédure à appliquer dans le cadre du licenciement. Ce qui va également modifier votre procédure, c'est l'existence ou non de représentants du personnel. Marjorie a posé la question tout à l'heure, rappel de savoir à partir de combien de salariés vous aviez une obligation d'avoir un CSE, des représentants du personnel. On vous l'a dit, 11 salariés, donc il y a un calcul particulier à faire. J'attire votre attention sur le fait que si vous n'avez pas de représentant du personnel, mais que vous auriez dû en avoir un, soit dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, vous allez devoir justifier d'un PV de carence obligatoire. Ça veut dire quoi le PV de carence? J'ai organisé des élections et je n'ai personne qui s'est présenté, j'ai un PV de carence. Alors, ce n'est pas d'avoir tout simplement le PV de carence, CERFA. Il faut avoir le PV de carence et démontrer que vous avez bien envoyé ce PV de carence avec un recommandé. Si vous n'avez pas ce PV de carence obligatoire, alors là,
c'est une question de risque et de savoir combien cela va vous coûter. Vous pourrez continuer votre procédure, c'est simplement que vous serez dans une procédure irrégulière. Le coût de cette irrégularité, on est normalement sur 1 mois de salaire. Donc là aussi, ça se calcule parce que je pense qu'il vaut mieux savoir qu'on a ce risque de payer 1 mois de salaire plutôt que de partir sur la mise en place d'élections de représentants du personnel, surtout dans ces périodes qui sont compliquées. Donc là, vous avez un petit schéma récapitulatif, licenciement individuel, un seul salarié, licenciement collectif. Vous avez 2 cas de licenciement, petit licenciement, grand licenciement, si vous êtes sur moins de 10 salariés ou plus de 10 salariés licenciés sur une même période de 30 jours. Simplement, la particularité des 30 jours, le point de départ, c'est soit la première réunion du CSE, lorsqu'il y a un CSE, ou le premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique. Je passerai les autres particularités qui concernent le plus souvent les salariés, les entreprises qui ont 50 ou plus de 50 salariés. Les ruptures à prendre en compte, attention, il ne s'agit pas que des licenciements pour motif économique, puisque ça aussi, on a beaucoup d'employeurs qui viennent dans un premier temps. Il y a une crainte, c'est vrai, d'utiliser le licenciement économique. Et la plupart des employeurs viennent nous voir ces dernières années en nous disant « Moi, je ne veux pas partir sur un licenciement économique, je veux partir, je vais faire une rupture conventionnelle, je m'arrange avec le salarié. » Alors, c'est vrai que vous pouvez utiliser la rupture conventionnelle du moment que le salarié est informé que vous êtes dans un cadre de difficulté économique et qu'il accepte cette rupture conventionnelle en sachant qu'il abandonne plus ou moins la possibilité d'aller sur le licenciement économique. Et bien souvent, lorsque le salarié est réellement éclairé, il ne va pas accepter la rupture conventionnelle puisqu'on le verra, c'est bien souvent plus favorable pour le salarié, surtout dans les petites structures, d'accepter un licenciement économique parce qu'il va avoir droit à ce qu'on appelle le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, avec une indemnisation de Pôle emploi beaucoup plus avantageuse pour lui. Donc, lorsque vous faites votre calcul de savoir un salarié licencié ou moins de 10 ou plus de 10, vous devez prendre en compte tous les licenciements, les départs négociés et ruptures conventionnelles. Je vois l'heure et on me fait signe, donc je vais un peu accélérer. Simplement, je vais accentuer sur la procédure individuelle. Donc, c'est un salarié sur une période de 30 jours. Sur les entreprises de moins de 50 salariés, donc vous n'avez pas de consultation CSE, vous avez une convocation à entretien préalable, ça c'est assez classique, hein, c'est comme dans les licenciements pour une sanction disciplinaire, avec un délai de 5 jours ouvrables entre le jour où le salarié reçoit la convocation d'entretien préalable et l'entretien préalable. La convocation peut se faire par remise en main propre, ça va plus vite si le salarié accepte. Et dans le cadre de l'entretien préalable, c'est là où j'attire votre attention sur une importance, c'est celle de la remise du CSP. C'est obligatoire pour les entreprises de moins de 1000 salariés. Et surtout, ce qui va avec la remise du CSP, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui oublient ça, et ça peut être catastrophique pour elles s'il y a un prud'homme derrière, parce que ça veut dire licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment où on remet toute la documentation du Pôle emploi, que vous pouvez d'ailleurs télécharger, vous devez remettre une lettre indiquant tous les motifs économiques, les raisons pour lesquelles vous êtes contraint de licencier le salarié. Et c'est là où vous allez expliquer si vous êtes dans le cas de difficultés économiques, de suppression définitive du poste du fait de la cessation définitive de l'activité ou encore de la sauvegarde de la compétitivité de votre entreprise. Vous devez le remettre au jour où vous remettez le CSP. Et les conséquences sur l'emploi. Et les conséquences sur l'emploi. Oui, on a une obligation d'indiquer s'il y a une suppression de poste et les conséquences sur l'emploi. À l'issue de l'entretien préalable, vous avez une notification de licenciement ou une notification de licenciement à titre conservatoire, puisqu'on va être dans ce qu'on appelle un double délai. Lorsque vous remettez à l'entretien préalable le CSP, le salarié va avoir un délai de 21 jours pour accepter ou refuser l'adhésion au CSP. Il a tout ce délai de 21 jours.
vous, en tant qu'employeur, vous pouvez notifier la lettre de licenciement en ayant attendu pour des non-cadres 7 jours ouvrables après l'entretien préalable et pour des cadres 15 jours. Alors attention, là toujours, c'est au niveau légal. Il faut toujours regarder dans vos conventions collectives s'il y a des particularités sur le licenciement économique. C'est pour ça d'ailleurs que nous, en tant qu'avocats, ce qu'on va regarder en premier, généralement, c'est la convention collective pour appliquer les règles particulières. Après ce délai, donc, vous pouvez notifier le licenciement. Si le salarié accepte, il adhère au CSP, on n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle un licenciement pour motif économique, mais dans le cadre d'une rupture pour motif économique. Et dans ce cas, il n'a pas de préavis. Pour autant, vous, en tant qu'employeur, vous allez payer le préavis au Pôle emploi. C'est le Pôle emploi qui encaisse le préavis. Et l'avantage pour le salarié, même s'il n'a pas ce préavis, c'est qu'il perçoit 75% en allocation du brut en net au lieu de 57% habituel du brut en net. Si le salarié n'adhère pas au CSP et qu'il refuse, il y a une notification du licenciement. Vous devez du coup payer le préavis, que le salarié d'ailleurs doit effectuer, sauf si vous n'avez plus d'activité, vous le dispensez, mais vous allez devoir payer le préavis. Et dans les deux cas, bien entendu, vous devez toujours payer les congés payés, ça c'est classique. Vous pouvez vous arranger avec d'ailleurs le salarié qui les prenne durant le préavis s'il est d'accord, en lui expliquant que ça lui permettra de ne pas avoir de différé par rapport au Pôle emploi. Et il y a une indemnité de licenciement à payer. Voilà. Après, vous avez des procédures plus spécifiques et plus lourdes quand on est sur des licenciements, des procédures collectives de licenciement entre 2 et 9 salariés. Notamment, la procédure va être plus lourde si vous êtes dans le cadre d'une entreprise munie d'un CSE, parce qu'il va y avoir une convocation du CSE avec un ordre du jour très particulier à faire, des délais à respecter entre la convocation et la réunion. Une fois que vous avez la réunion du CSE, vous devez attendre un délai d'1 mois pour avoir l'avis du CSE. Et c'est là où vous repassez à l'étape, j'allais dire, du licenciement individuel, où vous avez la convocation classique à l'entretien préalable, toujours la remise du CSP et la notification du licenciement. Voilà. Après, sur les licenciements plus de 10 salariés, dans ces cas-là, je ne doute pas que vous irez voir de toute manière, malheureusement, un conseil spécialisé dans ces cas-là, puisque on est sur une procédure assez lourde et il faudra notamment, j'en ai pas parlé, mais ça c'est important, voir les critères d'ordre des licenciements. Là aussi, il ne faut pas se tromper pour viser les salariés, pour voir quels salariés sont visés par la mesure de licenciement économique. Voilà. Désolée pour avoir un peu dépassé. Je vous remercie pour votre attention et on reste disponible à vos questions naturellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois. On vous remercie. J'ose espérer que c'est parce qu'on a été clair et qu'on ne vous a pas trop assommé d'informations. Voilà.